suis gestionnaire de fortune, diplômé gestionnaire de fortune, et je monte mon cabinet indépendant. Et mon objectif, c'est d'expliquer aux autres gestionnaires de fortune traditionnels l'importance de Bitcoin. Donc, moi, j'aimerais te demander quel est le projet derrière Blob et ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Très bien. Moi, c'est Florent Gabriel, cofondateur de Blob.io, une entreprise de mining, mais pas que. En fin de compte, on est parti d'un tableau blanc où j'avais mis toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer par le passé. On a travaillé dans des gros groupes de minage et on a taclé chaque problématique. Et on a basé la boîte sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la possession des machines par le client. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas une solution d'investissement, ce n'est pas un NFT, ce n'est pas tout ce qu'on peut imaginer, une action. La machine, on la vend au client et elle appartient au client. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est une question de régulation. Vu que c'est ta machine, on va mettre directement ton portefeuille dans la machine et le minage, les résultats de la production de Bitcoin ou d'autres cryptos va arriver directement dans ton wallet sans jamais passer par le nôtre. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'obligation de déclaration fiscale. C'est à toi de déclarer ce que tu as produit. La deuxième, c'est une question de comptable. Quand la machine t'appartient, tu peux amortir comptablement la machine sur 3 ans. Et tu peux passer en charge l'électricité. Ce qui fait une grande partie de la rentabilité au final. Ça fait partie de la rentabilité. Ça, je connaissais pas. Mais beaucoup de gens n'y pensent pas en fait. Est-ce que tu peux me redire ce que c'est? En fin de compte, l'amortissement comptable, c'est ta société, admettons qu'elle va faire 10 000 euros de bénéfices et que tu as acheté 30 000 euros de machines de mining amortissables sur 3 ans. En fait, tu vas avoir 10 000 euros de charge la première année en face de tes 10 000 euros de bénéfices. Ce qui va faire que tu vas avoir un report d'imposition à chaque fois. En fait. Et ce qui veut dire que quasiment tes machines sont financées à 33% par l'IS. Non, en Suisse, c'est moins. C'est vrai que je parle avec des chiffres français. Le deuxième pilier, c'est la transparence. Alors, en général, les entreprises, elles t'envoient un fichier PDF à la fin du mois qui te dit « tu as miné tant ». Bitcoin, c'est Don't Trust, Verify. Pourquoi ne pas l'appliquer à la blockchain? Donc, on a créé un dashboard on-chain, 100% transparent, tu accèdes avec ton wallet public et tu vois les machines, si elles sont en train de miner, s'il y a un disjoncteur qui est tombé, combien elles ont produit, si la connexion internet elle est bonne, tu vois tout. Okay. La troisième chose, et c'était sûrement la plus complexe et la solution la plus innovante, d'ailleurs on est les seuls à le faire sur la planète, c'est le rendement passif. Comment créer une solution où à la fin du mois, tu reçois ton minage, mais tu n'as pas à payer ton électricité. Donc tu peux, si tu veux, tu peux le payer en francs suisses, tu peux le payer en euros, tu peux le payer en dollars, tu peux le payer en couronne islandaise, parce qu'on mine en Islande. Ah oui, c'est vrai. Mais en général, c'est une problématique. C'est-à-dire que pour toi, c'est chronophage de penser à payer à ta facture, et pour nous, c'est chronophage d'aller te réclamer le paiement. Donc on a inventé une solution qui permet aux machines de mining de miner dans plusieurs wallets en même temps. Donc elles vont miner dans un wallet pour nos frais de gestion et l'électricité, et dans ton wallet directement à toi. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, tu n'as rien à faire. Et ça, c'est vous qui avez réussi à développer. Ouais. C'est un accord avec la pool. Avec la pool, ouais. Okay. On se branche sur l'API de la pool. Ouais. Mais on est les seuls à faire ça pour le moment. Okay. Personne n'y avait pensé. Un avantage compétitif sur ce point-là. Et vous minez en Islande? Là, on mine en Islande et aux États-Unis. Aux États-Unis, on a le site qui est complet pour le moment. Okay. En Islande, il nous reste quelques places. On est en train de chercher des nouveaux sites parce qu'on est en hyper-croissance. Vraiment en hyper-croissance. Okay. À l'instant T, je crois qu'il nous reste une 40aine de places de machines. En Islande. On va voir si on arrive à avoir de nouveaux hangars. Mais, Donc nous, on cherche effectivement des surplus énergétiques sur la planète. On négocie avec l'énergéticien un tarif qu'on va bloquer sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ensuite, on va s'occuper de tout, de A à Z pour le client. Donc on se place comme… Quand tu parles de surplus énergétique, pour ceux qui ne connaissent pas. Les surplus énergétiques, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'énergéticien, il produit trop d'énergie. Et du coup, son prix de l'électricité, soit il est négatif, soit il est très faible. Donc on ne va pas aller dans des pays où il y a une forte demande de la population de l'électricité. Mais en Islande, l'énergie est abondante. Il suffit de faire de la géothermie à côté d'un volcan, il y a de l'énergie. Donc l'Islande, c'est un pays qui a tout pour lui. Quasiment tout pour lui, puisqu'il n'y a pas un pays qui est parfait. Mais en tout cas, l'électricité pas chère, même si ce n'est pas la moins chère du monde. Une géopolitique ultra stable, une sécurité optimale. On est dans le pays le plus sécuritaire au monde, avec un seul aéroport, 300 000 habitants. Ah oui. Donc on est avec une météo incroyable, une connexion internet incroyable,
des data centers de haute qualité de tier 3 où il y a de la banque et de l'IA à côté, on est quand même sur un niveau. On n'est pas sur un conteneur au fin fond de la brousse, quoi. Sympa. Et pour transiter un peu, alors Bien que, attention, je complète juste sur ça, il n'y a pas un pays qui est mieux que l'autre. C'est-à-dire que si tu vas miner avec un conteneur au fond de la brousse, c'est que l'électricité est moins chère. Ouais. Donc il y a quelque chose qui est mieux, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui est mieux. Ouais. Peut-être que la géopolitique, elle sera pas bonne à cet endroit-là. Ouais. Ah, ou le uptime. En général, c'est le uptime qui va. C'est le temps de... L'uptime, c'est le taux de connexion de la machine à l'année. Souvent, on sous-estime ça, on pense qu'il n'y a que l'électricité qui est important. Mais le uptime, c'est la deuxième chose la plus importante, c'est combien de temps ta machine va miner par an. Par exemple, si tu vas dans le désert, en général, juillet-août, tes machines sont à l'arrêt. Voire juin, juillet-août. Parce que... Parce qu'il fait trop chaud. Tu peux aller sur des barrages d'hydroélectrique où il n'y a pas assez d'hydraulicité. Et là, parfois, 20%, 30% du temps, tu ne mines pas. Ouais. Donc nous, on cherche le uptime le plus haut, toujours. Et vous, en Islande, vous avez réussi à... 99,5% de uptime. Ok. Tout à fait. Ok. Parce que par exemple, ceux qui sont branchés au Paraguay, sur les barrages, ça peut être 60-70% du temps. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Paraguay, ça doit être 60-70%. Ouais. Tout à l'heure, pendant ta présentation, tu as parlé de... Je repose un peu ma question que j'ai posée pendant la conférence. Tu as dit que la porte d'entrée de Bitcoin, c'est le minage. Ouais. Est-ce que tu peux élaborer sur ça? Pour moi, la porte d'entrée de Bitcoin, c'est vraiment le minage. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter du Bitcoin, dit, je vais aller sur Binance. Et on a tendance à croire que c'est la première porte d'entrée. Mais avant qu'il y ait un centralisé exchange qui existe, la seule solution pour rentrer dans la crypto, c'était le minage. Il n'y avait rien d'autre. Soit il fallait que tu trouves quelqu'un qui avait du Bitcoin et lui acheter contre du fiat ou contre un service, contre du troc, comme le Pizza Day, là, le 21 mai, je sais plus quelle année. Ou alors, tu devais le miner. Donc la porte d'entrée de la crypto, c'est le minage. Okay. Et du coup, depuis tout à l'heure, tu as dit que vous commencez à miner d'autres cryptos. Ouais. Quand est-ce que vous avez fait ce choix et La demande. Ce choix la demande. C'est vraiment la demande des clients. Il y en a beaucoup qui voulaient miner du Kaspa ou du Litecoin, Dogecoin. La demande était de plus en plus forte. On a répondu à cette demande. Les rendements sont bien plus hauts, mais le risque est bien plus élevé. On est à plus du double en général ou plus du triple en rendement par rapport à du minage Bitcoin, mais le rendement est beaucoup plus élevé. Le risque est beaucoup plus élevé. Et du coup, c'est le client qui supporte le risque. Ouais. Comment ça se répartit? Ouais, en fait c'est très simple, 100% le client. En fin de compte, comment ça se passe? Nous, quand on fait un appel avec un client, on fait que des appels. On laisse pas acheter des machines sur notre site web comme ça. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour le moment non. On va expliquer tous les tenants et les aboutissants pendant quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure s'il faut. On va expliquer les risques, enfin voilà, en général c'est la douche froide même. C'est pas Et là on va proposer une stratégie adaptée au profil du client. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de conseils en investissement. Moi, c'est un truc que j'ai appris sur le marché, c'est que tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Et que par contre, avec mon retour d'expérience et celui de Julien aussi, on est capable d'établir la meilleure stratégie en fonction de la vision de chacun. Quelqu'un qui a une vision que le Bitcoin il va exploser demain, on va pas lui conseiller la même chose que quelqu'un qui me dit ça va range pendant 1 an. Je vais pas proposer la même chose que quelqu'un qui me dit moi je vais aller sur du haut risque, je m'en fous de Bitcoin. Donc on va vraiment s'adapter. Et ce qui est important et que en fait tout le monde devrait faire aujourd'hui, c'est responsabiliser le client et l'éduquer. Plutôt que de dire viens on te fait tout à ta place. Et moi je suis très partisan de ils sont responsables. On n'est pas une solution d'investissement. On est une solution de vente de hardware, d'hébergement de hardware et de maintenance. On n'est pas une solution d'investissement ou de conseil en investissement. Très intéressant. Et une petite dernière question sur l'entrepreneuriat et la mentalité à avoir. Toi, si tu pouvais nous partager un peu comment tu t'es lancé et pourquoi tu as décidé, enfin, pas tous les deux dans les aboutissants, mais quel a été le shift mental pour lancer ta boîte? Je pense que pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui fonctionnait à la motivation négative. Ça veut dire et je respecte beaucoup ceux qui fonctionnent à la motivation positive, j'y suis de plus en plus. Je m'explique. J'avais besoin d'avoir une claque de la vie pour évoluer. Et des claques de la vie, j'en ai eu vraiment beaucoup. Des très bonnes, des très grosses. J'ai eu un accident de la vue en 2018, j'avais déjà fait des boîtes avant, mais enfin, il y a un interview complet sur la chaîne du Crypto Daily si vous voulez voir. Il dure 1 heure, ça explique vraiment tout le parcours. Il y a de nouvelles péripéties qui sont arrivées récemment, que je sortirai, que je raconterai plus tard, quand il y aura, que ça se calme un peu. J'ai la qualité numéro 1, donc déjà, outre ce fait de passer de la motivation négative à la motivation positive, pour ceux qui ne comprennent pas, en gros, c'est
Il y a des gens, ils ont besoin d'être secoués dos au mur ou jetés à l'eau pour apprendre à nager. Il y a des gens qui se disent tiens, je vais à la salle de sport pour devenir beau. Motivation positive. Moi, je vais à la salle de sport parce qu'on m'a dit que mon foie était foutu à l'époque. C'est pour ça que j'ai perdu 21 kilos. Donc là, tu as une motivation négative de nouveau. Aujourd'hui, je suis de plus en plus dans la motivation positive. Mais pour moi, s'il y a deux qualités qu'un entrepreneur il doit avoir, vraiment deux. Une, c'est la résilience. C'est-à-dire que dès que tu te prends une claque, tu remontes. Tu te prends une claque, tu remontes. Voilà, c'est comme ça. Et la deuxième, c'est d'être un problem solver. Ouais. Ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité du bon sens paysan. Ça veut dire qu'il y a une problématique, la solution, elle doit venir. Tu vois okay. Et souvent, je repère les entrepreneurs comme ça. Quand ils rentrent dans un endroit, c'est ah putain, les mecs, s'ils faisaient ça, et s'ils faisaient ça. Là, tu vois, cette capacité à résoudre les problèmes. Et là, je suis dans une phase où je vais recruter pour mon entreprise. Et tu vois, le CV, bon, je vais le regarder comme tout le monde vite fait. Mais en vrai, moi, je veux voir surtout la capacité. Et c'est pour ça que je veux m'entourer. Alors, c'est une qualité d'un entrepreneur. Ça peut être risqué d'embaucher un entrepreneur. Mais cette qualité à résoudre les problèmes, pour moi, c'est la qualité numéro 1 qu'il faut rechercher chez les gens. Prendre des initiatives aussi, du coup. Prendre des initiatives aussi. Après, là, on rentre dans les trucs de salariés. Et la troisième qualité, je dirais, c'est décider vite. Décider rapidement. Avoir un process de décision clair et efficace. Quelque chose qui se passe. Ouais, on dit en général, la nuit porte conseil. C'est des conneries. Okay. C'est des putains de conneries, la nuit porte conseil. Il faut que tu saches prendre une décision rapidement. Moi, j'ai vraiment une matrice de décision. J'ai plusieurs filtres. Il y en a certains que je garde pour moi. Mais les premiers, ça va être très simple. On va me poser une question. Je vais prendre l'exemple d'avant. Est-ce que ça rentre dans mes valeurs? Oui, non. Non, au revoir, c'est non. Je perds pas de temps. Deuxième truc. Est-ce que c'est la priorité actuelle du moment? Oui, non. Non, au revoir. Je perds pas de temps. Si je ne sais pas prendre la décision, après ma matrice de décision, c'est à cause de deux choses. La première, c'est que j'ai pas assez d'informations, il me manque de la data. Donc il faut aller chercher la data, elle va pas venir à toi. Donc il faut aller chercher la data pour prendre ta décision et que ça passe dans ton fil de décision. Et la deuxième, qui t'empêche de prendre la décision, c'est tes émotions. Si tu es dans l'émotion, la nuit porte conseil. Faut être dans la rapidité d'exécution, ouais. Mais si on n'est pas dans l'émotion. Exact. Okay. La nuit porte conseil, c'est uniquement valable si tu es dans l'émotion. Sinon, tu devrais être capable de trancher, de décider rapidement. Merci beaucoup, c'était cool. Merci à toi.